Deuxième section du chapitre 1er consacré aux libertés fondamentales dans les déclarations des droits. Section 2, la proclamation des libertés fondamentales dans les déclarations internationales. Section 2, la proclamation des libertés fondamentales dans les déclarations internationales. Depuis le XXe siècle, les droits et libertés fondamentaux de l'individu ont commencé à être progressivement pris en compte dans l'ordre juridique international. C'est ce que nous verrons dans un grand A. Mais avec le tournant de la Seconde Guerre mondiale et son cortège d'atrocités, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH, du 10 décembre 1948, qui fera l'objet d'un grand B, est venue encadrer les droits et les libertés fondamentaux de l'individu dans l'ordre juridique international. Enfin, l'ordre juridique international régional s'est également emparé de la question des droits et des libertés fondamentaux de l'individu, c'est ce que nous verrons dans un grand C, qui nous permettra notamment de nous attarder sur l'ordre juridique international régional européen, à travers 3 exemples, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les traités communautaires européens et la conférence d'Helsinki. Alors, commençons tout de suite dans un grand A par étudier la lente prise en compte de l'individu dans l'ordre juridique international. Grand A, la lente prise en compte de l'individu dans l'ordre juridique international. À l'origine, le droit international public, tel que nous le connaissons actuellement, portait dans les facultés de droit le titre de droit des gens. Droit des gens, c'est une traduction de l'expression latine ius gentium, du mot latin gens gentis, signifiant la nation, le peuple, qui désigne soit les droits minimums accordés aux membres des peuples étrangers pris individuellement, y compris ennemis, devenus les droits de l'homme, soit le droit des nations étrangères prises collectivement. Le droit des gens, appelé aussi dans la tradition protestante le droit naturel public, est à l'origine du droit de la guerre et du droit international. Le droit des gens est aussi le titre d'un livre d'un auteur important qui s'appelait Emer de Vattel, E-M-E-R c'est le prénom, de plus loin Vattel, V-A-T-E-L. Cette expression est toujours usitée dans certains espaces francophones, tels que la Belgique, mais on pouvait aussi trouver une autre expression dans les facultés de droit, celle d'histoire des traités. Puisque, initialement, le droit international public est d'abord et avant tout le droit des relations interétatiques. Et ça n'est que très récemment que les sujets de droit international public vont s'étendre à des individus ou à des organisations non gouvernementales, à des courants de pensée ou autres. Ces 2 expressions, droit des gens, histoire des traités, démontrent bien qu'à l'origine, l'individu ne trouve pas de place dans l'ordre juridique international, qui est avant tout un droit des relations entre États. Si le droit international public évoque l'individu, c'est essentiellement à travers le rôle de l'État, comme par exemple dans le cadre de la protection diplomatique. Donc on verra tout d'abord dans un paragraphe premier, l'individu, objet et non sujet de l'ordre juridique international universel, la protection diplomatique. Paragraphe premier, l'individu, objet et non sujet de l'ordre juridique international universel, la protection diplomatique. Tout d'abord, on peut considérer que la clause Calvo, C-A-L-V-O, du nom d'un grand juriste d'Amérique latine, au XIXe siècle, met bien en évidence cette non-prise en compte de l'individu dans l'ordre juridique international. Qu'est-ce que c'est que la doctrine Calvo ? La doctrine de Carlos Calvo est fondée sur les principes de la souveraineté nationale, principe d'égalité entre les États et de l'exercice de la juridiction territoriale étatique. Les États, qui sont, même si on a coutume de dire de nos jours que c'est une
fiction juridique, les États qui sont libres, souverains, égaux en droit, ce que dit d'ailleurs l'article 2 de la Charte de San Francisco qui fonde l'Organisation des Nations Unies, qui fonde ce qu'on appelle le principe de la souveraine égalité des États. Les États possèdent le droit de refuser toute ingérence étrangère. C'est le but de la clause Calvo, la doctrine de Carlos Calvo. Ce premier principe de la doctrine Calvo condamne autant le recours à la force armée que l'utilisation de la protection diplomatique par un pays en faveur de ses ressortissants. Un État possède donc la faculté exclusive de juger les affaires concernant toutes les personnes résidant sur son territoire sans que puisse intervenir une puissance étrangère. Ce principe s'est traduit par ce qu'on a appelé la clause Calvo, qui comporte la renonciation des étrangers, notamment dans les relations commerciales, à la protection diplomatique de leur état d'origine, de leur pays d'origine, et leur acceptation de se soumettre en cas de litige aux tribunaux et aux lois nationales. Bien que la clause Calvo soit souvent référencée comme une clause contractuelle, elle fut incorporée en Amérique latine dans de nombreuses constitutions nationales, ce qui garantit son applicabilité générale et préférentielle sur tous les autres instruments juridiques. Néanmoins, la doctrine de Carlos Calvo ne préconise pas une abolition absolue de la protection diplomatique, mais elle vise à en limiter la portée. L'État va pouvoir défendre ses ressortissants lorsqu'ils sont l'objet de poursuites arbitraires ou de préjudices, y compris si les mauvais traitements ou les dommages ne sont pas directement le fait du pays d'accueil, mais que ce dernier n'a rien tenté pour s'y opposer. Dans ces cas, l'intervention est justifiée. L'État auquel appartient la victime a le droit de demander des réparations de l'injustice, de demander une indemnité et, selon les circonstances, de demander des garanties contre le renouvellement d'actes semblables. Même lorsque la protection diplomatique est admise, l'individu n'est pas un sujet de cet ordre juridique, mais un objet de celui-ci, comme on va le voir. La protection diplomatique peut être définie de la manière suivante, confondez pas tout. Quand on parle du concept de protection diplomatique en droit international public, on ne vise pas la protection des diplomates, on vise la protection que l'État de nationalité d'un individu peut apporter à son ressortissant qui est victime d'un dommage sur le territoire d'un État tiers. La protection diplomatique peut donc être définie de la manière suivante, comme étant l'action par laquelle un État décide d'endosser, de prendre à son compte la réclamation d'un de ses nationaux contre un autre État et de porter par là le litige sur le plan international par voie diplomatique ou par voie juridictionnelle. Les règles juridiques de la protection diplomatique ont été classiquement définies par un arrêt de la Cour permanente de justice internationale. Alors, j'ouvre ici une parenthèse, lorsqu'on parle de la Cour permanente de justice internationale, il s'agit d'une juridiction internationale qui a été créée en 1920 dans le cadre de la Société des Nations, et la Charte de San Francisco, qui fonde l'Organisation des Nations Unies, dans l'article 36 de la Charte qui est relative à la Cour internationale de justice, fait référence expressément à la jurisprudence de la CPJI comme faisant partie du droit international applicable par la Cour. C'est la raison pour laquelle ces arrêts de la Cour permanente de justice internationale sont toujours d'actualité de nos jours. Alors il s'agit fin de la parenthèse, il s'agit d'une affaire de 1924, l'arrêt de la CPJ du 30 août 1924, qu'on appelle l'affaire des concessions Mavromatis en Palestine. Mavromatis s'écrivant M-A-V-R-O-2-M-A-T-I-S en Palestine. Dans cet arrêt du 30 août 1924, la CPJI a posé 3 conditions
pour que la règle de la protection diplomatique puisse jouer, ces 3 conditions concernent la nationalité de l'individu à protéger, l'épuisement des voies de recours internes, 2e condition, et 3e condition, l'absence d'intérêt à l'action. Alors reprenons, si vous le voulez bien, chacune de ces conditions. Première condition, la condition de la nationalité de l'individu à protéger. Cette condition de nationalité a été illustrée par 2 arrêts rendus par la Cour internationale de justice, l'arrêt de la Cour internationale de justice du 6 avril 1955, l'affaire Nottebohm, N-O-2-T-E-B-O-H-M, pour les individus, et l'arrêt de la Cour internationale de justice du 5 février 1970, l'affaire de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, Belgique contre Espagne pour les sociétés commerciales. Alors, dans l'affaire Nottebohm, tout d'abord, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait d'un individu qui était de nationalité allemande, qui, dans les années 30, va, sentant le conflit monter à la fin des années 30 entre l'Allemagne d'Hitler et l'Occident, qui commerçait au Guatemala, qui avait une forte activité économique au Guatemala, et s'est dit que s'il conservait sa nationalité d'origine, la nationalité allemande, il avait des soucis à se faire en cas de conflit, et qu'il pourrait voir ses biens confisqués. Il a donc décidé de changer de nationalité, et d'acquérir la nationalité du Liechtenstein, qui, en cas de conflit, sera un État neutre. Ce qui est fait, le Guatemala a donc, lui, appliqué les mesures de rétorsion à l'encontre des citoyens, des ressortissants allemands, et a confisqué les biens du sieur Nottebohm. À la fin de la guerre, le sieur Nottebohm va demander au Liechtenstein de faire jouer sa protection diplomatique. La Cour internationale de justice va être saisie de cette affaire et va considérer, et c'est le point important de cet arrêt, que l'octroi de la nationalité ne peut entraîner la reconnaissance pour d'autres États que s'il coïncide avec l'existence d'un lien authentique entre l'individu et l'État qui lui accorde sa nationalité. La Cour constate que la nationalité de M. Nottebohm ne se fondait notamment pas sur aucun lien antérieur véritable avec le Liechtenstein. Sur Nottebohm s'était contenté d'aller à l'ambassade du Liechtenstein, de remplir les papiers pour demander la nationalité, de payer une grosse somme d'argent pour ce faire, et c'était tout ce qui le liait au Liechtenstein. Le but ultime, dit la Cour, de sa naturalisation était de lui permettre d'obtenir le statut juridique de ressortissant neutre en temps de guerre. Pour ces motifs, dit la Cour internationale de justice, le Liechtenstein n'avait pas qualité pour épouser la cause de M. Nottebohm et introduire en son nom une action internationale contre le Guatemala. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que le concept de nationalité, c'est un concept de nationalité effective et non pas de nationalité scripturale en la matière. Deuxième affaire qui concerne cette fois-ci les personnes morales, l'affaire de la Barcelona Traction. Il s'agissait ici d'une société qui avait été enregistrée selon le droit canadien et dont la majorité des actionnaires étaient de nationalité belge, qui exerçait une activité d'exploitation commerciale de tramway pour la ville de Barcelone et qui avait subi un certain nombre de dommages en la matière et qui demandait donc à la Belgique d'épouser sa cause et d'intenter un procès international à l'Espagne. Là aussi, la Cour a rejeté la demande de la Belgique en considérant que, certes, la majorité des actionnaires étaient belges, mais la société ayant été enregistrée selon le droit canadien,
c'était au Canada à faire jouer la protection diplomatique, car il y avait un élément invariable dans le droit commercial de cette société, c'est la nationalité de l'entreprise, qui est distincte de la nationalité de ses actionnaires, sans compter le fait que la nationalité des actionnaires peut fluctuer. En 1970, la majorité des actionnaires étaient belges, mais rien n'empêche à ces actionnaires de vendre leurs actions et que demain, la majorité des actionnaires soient qatariyotes ou chinois ou français. Donc il s'agit bien, que ce soit pour les personnes ou pour les sociétés, du critère de la nationalité effective. Deuxième condition importante, le rôle de l'épuisement préalable des voies de recours internes. La règle de l'épuisement des voies de recours internes est une règle qui est souvent invoquée en droit international public et qui est ici illustrée en ce qui concerne la protection diplomatique par un arrêt de la Cour internationale de justice du 21 mars 1959, l'affaire dite de l'Interhandel, I-N-T-E-R-H-A-N-D-E-L. De quoi s'agissait-il? Eh bien, dans l'affaire de l'Interhandel, en 1942, le gouvernement des États-Unis avait, du fait de la guerre, mis sous séquestre la presque totalité des actions d'une société, pourtant enregistrée aux États-Unis, la General Line and Film Corporation, au motif que ces actions appartenaient à une société, la société Interhandel, société enregistrée à Bâle, en Suisse, mais était en réalité sous la propriété et le contrôle de la IG Farben, industrie de Francfort, donc une industrie allemande. En 1957, la Suisse a demandé à la Cour de dire et juger que les États-Unis étaient tenus de restituer à l'Interhandel les avoirs mis sous séquestre et subsidiairement, que le différend entre la Suisse et les États-Unis à ce sujet était de nature à être soumis à la juridiction, à l'arbitrage ou à la conciliation. 2 jours plus tard, la Suisse a déposé une demande en indication de mesures conservatoires, tendant à ce que la Cour invite les États-Unis à ne pas disposer de ces avoirs tant que l'instance devant la Cour ne serait pas terminée. Le 27 octobre 1957, la Cour a rendu une ordonnance par laquelle la Cour constate que, à la lumière des renseignements qui lui avaient été fournis par les parties, il apparaissait qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer des mesures conservatoires. Les États-Unis ont alors soulevé des exceptions préliminaires à la compétence de la Cour et, dans son arrêt du 21 mars 1959, la Cour a décidé que la requête de la Suisse était irrecevable du fait que l'Interhandel n'avait pas épuisé toutes les voies de recours internes qui s'offraient à elle devant les tribunaux américains. Qu'on s'entende bien sur l'expression épuisement des voies de recours internes, ça ne veut pas dire qu'il faut que l'individu, dans l'état qui lui a causé un trouble, eh bien, puisse ait l'obligation de suivre toute la procédure juridictionnelle. Il faut simplement qu'il soit en possession de décisions de justice de l'État concerné, devenues définitives, c'est-à-dire de décisions de justice qui soient insusceptibles de réformation, d'appel ou de cassation. À partir de là, les voies de recours internes peuvent être considérées comme épuisées. Comme son nom l'indique, cette expression signifie épuisement des voies de recours internes. C'est que l'individu n'a plus aucune voie juridictionnelle de droit lui permettant de faire trancher par un tribunal national ses intérêts. Troisième et dernière condition, le principe de l'absence d'intérêt dans l'action. Le principe de l'absence d'intérêt dans l'action, autrement appelée par les internationalistes la théorie des mains propres ou la théorie des clean hands. Ce principe est illustré cette fois-ci non plus par un arrêt de la Cour internationale de justice ou par un arrêt de la Cour permanente de justice internationale, mais par une sentence de la Cour permanente d'arbitrage. Alors, j'ouvre une parenthèse sur la Cour permanente d'arbitrage, vous verrez en droit international que la Cour permanente d'arbitrage, ça n'est pas une juridiction au sens classique du terme.
C'est pas un tribunal avec des magistrats qui y sont affectés. En fait, la Cour permanente d'arbitrage, c'est une liste d'experts de diverses nationalités qui a été élaborée et qui est à la disposition des États au Palais de la Paix à La Haye, et dans laquelle les États, en cas de litige entre eux, peuvent faire appel aux uns ou aux autres pour constituer un tribunal ad hoc qui rendra une sentence selon les règles de droit qui seront acceptées au moment de l'accord entre les deux États pour la constitution de la Cour permanente d'arbitrage, et ça pourra être n'importe quel système juridique. Qu'est-ce que c'est que la théorie des mains propres, le principe de l'absence d'intérêt dans l'action? C'est l'idée que la personne qui est victime d'un dommage causé par un État tiers ne doit pas être lui-même l'auteur de ce propre dommage, c'est-à-dire qu'il n'ait pas commis des actions qui entraînent les sanctions qu'il reproche. C'est illustré donc par cette sentence de la Cour permanente d'arbitrage du 26 décembre 1898, CPA 26 septembre 1848, l'affaire Ben Tillet, B-E-N, plus loin Tillet, T-I-2-L-E-T. Dans l'affaire Ben Tillet, M. Ben Tillet, contrairement à ce que son nom n'indique pas, est un sujet britannique. Il est surtout un important militant syndical qui décide de se rendre à un congrès international des syndicats en Belgique, alors que le gouvernement belge, l'ayant appris, a fait savoir que, comme on dit en langage diplomatique, le sieur Ben Tillet était persona non grata en Belgique, c'est-à-dire qu'il n'était pas autorisé à pénétrer sur le territoire belge. Or, M. Ben Tillet a outrepassé cette interdiction, cette prohibition, et s'est rendu en Belgique. Une fois arrivé à Douvres, une fois arrivé de Douvres à Anvers, il a été arrêté par la police belge et incarcéré. Et le sieur Ben Tillet demandait à ce que le Royaume-Uni fasse jouer sa protection diplomatique, et dans la sentence rendue par les juges ad hoc, il a été relevé que l'action du sieur Ben Tillet, l'action de la Grande-Bretagne, devait être rejetée comme irrecevable, parce que si le sieur Ben Tillet avait été incarcéré, ce qu'il reproche au gouvernement belge, c'est parce qu'il avait transgressé l'interdiction qui lui avait été faite par le dit gouvernement du Royaume de Belgique de pénétrer sur le territoire de la Belgique. Vous noterez, une fois que ces trois conditions sont remplies, que lorsque la protection diplomatique joue, le litige cesse donc d'être un litige entre un individu et un État pour devenir un litige entre deux États. La violation des droits de l'individu devient l'objet du litige interétatique et l'individu n'est donc pas un sujet de l'ordre juridique international. Les données vont commencer à évoluer dans un sens favorable à la protection de l'individu dans l'ordre international avec la mise en place de l'Organisation des Nations Unies. Paragraphe 2, la Charte de San Francisco. La Charte des Nations Unies, qui est aussi appelée la Charte de San Francisco, lieu où elle a été élaborée et signée, est le traité qui définit les buts et les principes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la composition, la mission et les pouvoirs de ses organes exécutifs, à savoir le Conseil de sécurité, de ses organes délibératifs, l'Assemblée générale, de ses organes judiciaires, la Cour internationale de justice, et de ses organes administratifs, le Conseil économique et social de l'ONU, ou le Conseil de tutelle et le secrétariat de l'ONU. Cette charte de San Francisco, cette charte des Nations Unies, a été adoptée à la fin de la conférence de San Francisco le 26 juin 1945. En fait, ce texte est extrêmement important parce que pour la première fois, un texte de portée universelle va consacrer les droits de l'homme. La formulation du préambule a été principalement inspirée par Jan Christian Smuts, qui était alors le Premier ministre d'Afrique du Sud,
qui était un soldat, un juriste, un philosophe, mais aussi un homme d'État, et l'un des pionniers du Commonwealth. À une réunion sur la préparation de la conférence de San Francisco, son préambule proposait que soit déclarée une foi commune entre les États membres, et ce préambule a été bien accueilli par les ministres du Commonwealth. À San Francisco, Smuts a souligné le besoin d'une déclaration des idéaux qui rallierait l'opinion mondiale en faveur de la charte. Dès lors, la question du préambule a été adressée à une commission qui a amendé le brouillon de la déclaration d'Afrique du Sud. Le préambule contient des idées qui ne sont pas mentionnées dans les autres parties de la charte, telles que l'égalité de droits des hommes et des femmes, la dignité et la valeur de la personne humaine, ou encore l'idée de pratiquer la tolérance. L'objectif du sous-comité à la conférence de San Francisco a été d'inclure ces données dans un préambule qui donnerait au préambule des termes et un ton qui conduiraient leur direction au cœur des hommes, disait Smuts. La charte de San Francisco adoptée, les membres signataires vont s'attacher à rédiger une déclaration universelle des droits de l'homme sur le fondement de l'article 1er de la charte. L'article 1er, petit 2 de la charte dispose: les buts des Nations Unies sont les suivants. Deuxièmement, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. Et c'est donc ce sous-comité qui va élaborer une déclaration universelle des droits de l'homme. Grand B, la déclaration universelle des droits de l'homme. Grand B, la déclaration universelle des droits de l'homme. De 1946 à 1948, alors de 1946 et 1948, les délégués des Nations Unies se sont consacrés à l'élaboration de cette déclaration. Créée en 1946 par le Conseil économique et social, la Commission nucléaire des droits de l'homme a fixé comme principal mandat de la nouvelle Commission des droits de l'homme l'élaboration de cette charte internationale. Ce qui nous amènera à distinguer, d'une part, dans un paragraphe premier, l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, avant d'examiner ensemble, dans un paragraphe 2, le contenu et la valeur juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Paragraphe premier tout d'abord, donc, l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au début de l'année 1947, lors de sa première session, la Commission des droits de l'homme a établi un comité de rédaction, initialement composé de la présidente, Madame Eleanor Roosevelt, la veuve du défunt président américain Franklin Delano Roosevelt, du vice-président Chang et du rapporteur Charles Malik. Et ce comité de rédaction va s'élargir dans un deuxième temps et se composer d'un certain nombre de personnes, parmi lesquelles un Français, le professeur René Cassin, qui fut professeur de droit privé et droit civil dans cette faculté dans les années 1920, de 1920 à 1929, qui va partir après ça à la faculté de droit de Paris, qui va rejoindre le général de Gaulle à Londres puis à Alger pour diriger le comité juridique de la France libre, et revenant à Paris en 1945, il va être nommé, lui qui n'était pas membre du Conseil d'État, vice-président du Conseil d'État. Et il sera honoré d'ailleurs pour son action pour la Déclaration universelle des droits de l'homme du prix Nobel de la paix. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'amphithéâtre de prestige de cette faculté, qui figure dans l'atrium entre le bâtiment R et le bâtiment T, et dans le bâtiment T, s'appelle et est dédié
au professeur René Cassin. René Cassin va très rapidement jouer un rôle extrêmement important, comme on va le voir. Le comité de rédaction se réunit pour sa première session du 9 au 25 juin 1947, puis pour une deuxième session du 3 au 21 mai 1948, et le projet de déclaration rédigé par le comité va être transmis pour discussion à la Commission des droits de l'homme, puis au Conseil économique et social de l'ONU, et enfin à l'Assemblée générale. De nombreux amendements et propositions seront encore proposés par les États membres de l'ONU au sein de ces différents organes. On notera que très rapidement, c'est le français René Cassin qui va y jouer un rôle prépondérant et qu'il y sera assisté notamment par un de ses adjoints devenu célèbre depuis, Stéphane Hessel. La structure qui sous-tend la Déclaration universelle des droits de l'homme apparaît dans sa seconde version préparatoire élaborée par René Cassin. René Cassin se démarque du premier jet qui était dû à John Peters Humphrey, qui était une simple liste de droits conforme au modèle des Bill of Rights de nombreux États américains. Ce texte nouveau commence par un préambule, je dirais, à la manière française. René Cassin va s'inspirer fortement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui vient d'être adoptée en France. Il consacre ensuite ses premiers articles à l'énoncé de principes généraux destinés à guider l'interprétation des dispositions détaillées qu'il précède, imitant sur ce point le Code civil français, dont les 6 premiers articles répondent au même objectif. Cette structure a par ailleurs été comparée par René Cassin lui-même à celle de ce qu'il a appelé un portique d'un temple grec. Que voulait-il dire par là en comparant la structure de la DUDH à un portique d'un temple grec, à savoir une succession de considérations comparables à des marches, 4 colonnes constituées par les droits individuels, les droits familiaux, les droits sociaux, les droits politiques, et enfin au sommet, un fronton unifiant l'ensemble dans une même vision de l'humanité composée des 3 derniers articles du texte. Voilà comment la Déclaration universelle des droits de l'homme a été élaborée et rédigée. Voyons maintenant dans un paragraphe deuxième, paragraphe 2, le contenu et la valeur juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Paragraphe 2, le contenu et la valeur juridique de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH. La Déclaration universelle des droits de l'homme va être adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 à Paris, au Palais de Chaillot, par une résolution, la résolution 217 grand 3 grand A, qui précise les droits fondamentaux de l'homme. Cette déclaration n'est pas conçue comme ayant une véritable portée juridique en tant que telle. Ce texte est une proclamation de droit. Par conséquent, elle n'a qu'une valeur déclarative. On notera que 50 États sur les 58 membres de l'ONU devaient adopter cette charte universelle. Et aucun des 8 États qui se sont abstenus ne se prononcera contre. Parmi les États abstentionnistes, donc qui ne voteront pas contre la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais qui ne l'approuveront pas non plus pour autant, les divergences reposent sur des idées tout à fait différentes. Ainsi, par exemple, l'Afrique du Sud, qui est à l'époque le pays de l'apartheid, refuse l'affirmation au droit à l'égalité devant la loi sans distinction de naissance ou de race. Si je voulais être sommaire, je dirais, vous voulez tout de même pas que les Afrikaners acceptent l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Pour eux, c'est inconcevable. De même, l'Afrique du Sud, de même l'Arabie Saoudite, conteste le principe de l'égalité des hommes. Il faudrait être fou pour envisager que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. La Pologne, la Tchécoslovaquie
la Yougoslavie et l'Union soviétique, qui, je vous rappelle, pèsent 3 voix à l'Assemblée générale des Nations unies, la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie, s'abstiennent quant à eux en raison d'un différend concernant la définition du principe fondamental d'universalité, tel qu'il est énoncé à l'article 2, alinéa 1. Enfin, les 2 derniers États n'ayant pas pris part au vote seront le Yémen et le Honduras. Le texte énonce les droits fondamentaux de l'individu, leur reconnaissance et leur respect par la loi. Il comprend aussi un préambule avec 8 considérations reconnaissant la nécessité du respect inaliénable des droits fondamentaux de l'homme par tous les pays, nations et régimes politiques, et qui se conclut par l'annonce de son approbation et de sa proclamation par l'Assemblée générale des Nations unies. Le texte du préambule et de la déclaration est inamovible. Sa version en français, composée de 30 articles, est un original officiel, signé et approuvé par les membres fondateurs de l'Organisation des Nations unies, et non une traduction approuvée. Alors, l'interprétation de la déclaration pose un problème essentiel. À René Cassin, que les journalistes félicitaient sur le parvis du Palais de Chaillot à Paris le 10 décembre 1948 pour avoir obtenu un tel consensus, Cassin répondait qu'il était en effet heureux que ce texte n'ait connu aucune opposition, mais qu'il ne valait mieux pas demander aux États ce qu'ils avaient entendu voter. Et il ajoutait, c'est là que les oppositions surviennent. Alors, si on examine maintenant cette déclaration au point juridique, on va pouvoir procéder à quelques observations. Juridiquement, tout d'abord, cette déclaration doit s'analyser comme n'ayant aucune portée juridique. Il ne s'agit pas d'une convention ayant une valeur contraignante, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure de ratification, mais d'une simple résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, qui, je vous le rappelle, ou je vous l'apprends, à la différence des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, n'ont pas de valeur juridique contraignante. En France, le Conseil constitutionnel français n'accorde pas non plus de statut juridique positif à la déclaration de 1948, alors qu'il a sans difficulté intégré, comme on le reverra dans le chapitre suivant, alors qu'il a intégré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dans le bloc de constitutionnalité depuis une décision du 16 juillet 1971. Le Conseil d'État, dans un arrêt d'Assemblée du 21 décembre 1990, le Conseil d'État, dans l'arrêt Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, a considéré que la Déclaration universelle des droits de l'homme ne saurait être assimilée à un traité international et donc se trouve être dépourvue de toute valeur juridique contraignante. Dans cette affaire, le Conseil d'État relève une condition formelle d'applicabilité des conventions dans l'ordre juridique interne. Le juge vérifie que la convention ou l'accord ait bien été ratifié ou approuvé par la France. En l'espèce, c'est l'applicabilité de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui est écartée, car elle n'a pas été ratifiée. Voilà ce que dit le Conseil d'État dans son arrêt d'Assemblée précité. Considérant, s'agissant du moyen tiré de la violation de traités internationaux, que la seule publication faite au journal officiel du 9 février 1949 du texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, au terme de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de leur application par l'autre partie.
Après avoir voté la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'a en tant que telle, comme on vient de le voir, qu'une valeur déclarative, et ne crée donc pas d'obligation juridique, l'Assemblée générale a souhaité une charte des droits de l'homme qui aurait une force obligatoire. La Commission des droits de l'homme de l'ONU a été chargée de la rédiger, et après de longues négociations, le projet a abouti dans le contexte de la guerre froide, avec 2 textes complémentaires qui sont la traduction en droit international contraignant de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces 2 textes sont d'une part le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies, et entré en vigueur le 3 janvier 1976, et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations unies, et entré en vigueur le 23 mars 1976. Ce dernier pacte sera par ailleurs complété par 2 protocoles annexes. Le premier est daté du 16 décembre 1966, et le deuxième interdisant la peine de mort en date du 15 décembre 1989. Cette méthode d'une déclaration non contraignante suivie d'une convention contraignante est devenue la règle au sein des Nations Unies. On peut ainsi, par exemple, citer quelques éléments. Tout d'abord, il n'y a pas eu de déclaration particulière, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme donne naissance en 1948 à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La Déclaration des droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1959, débouche sur la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'on appelle la CIDE, C-I-D-E, du 20 novembre 1989. La déclaration sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale du 20 novembre 1963 fait suite à une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965. La déclaration sur la protection des personnes contre la torture du 9 décembre 1975 fait suite à l'adoption d'une convention contraignante contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 3 décembre 1987, ou encore, et la liste n'est pas exhaustive, le débat lors de l'Assemblée internationale de l'année internationale de la femme à l'ONU en 1975 débouche sur la rédaction, l'adoption et la ratification d'une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979. Parallèlement à ce système international universel, les régions de la planète se doteront elles aussi de systèmes similaires au plan universel régional. On peut citer pour mémoire la Convention interaméricaine des droits de l'homme, du 22 novembre 1969, entrée en vigueur 1978, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est un organe de l'Union africaine constitué en octobre 1986 par l'OUA selon la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette commission a pour but d'assurer la promotion et la protection des droits humains sur le continent africain. Elle siège à Banjul, en Gambie, et se réunit normalement 2 fois par an. En revanche, d'extension géographique moindre, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la CESDH, comporte des dispositions contraignantes pour les États signataires, membres du Conseil de l'Europe, et se trouve surtout dotée d'un organe juridictionnel, la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin, on fera observer que l'article 29.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme évoque les devoirs de la personne. Je cite l'article 29.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Voyons maintenant dans un paragraphe 3 la protection internationale des droits de l'homme de la Commission internationale des droits de l'homme à la Cour pénale permanente internationale. La protection internationale des droits de l'homme de la Commission internationale des droits de l'homme à la Cour pénale permanente internationale. La Commission des droits de l'homme a été de 1946 à 2006
le principal organe du Conseil économique et social des Nations Unies concernant les droits de l'homme. Elle était composée de 53 membres nommés, et en son sein ont été discutés et adoptés de nombreux instruments des droits de l'homme, comme le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels déjà cité, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou encore la convention relative aux droits de l'enfant, tous trois textes déjà mentionnés. En raison de la présence en son sein de nombreux pays ne respectant pas les droits de l'homme, et en particulier à cause de l'accession de la Libye du colonel Kadhafi à la présidence de cette commission en 2003, la commission a été remplacée en 2006 par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est depuis 2006 donc l'organe intergouvernemental principal des Nations Unies sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Le siège du Conseil des droits de l'homme de l'ONU est au Palais des Nations à Genève en Suisse, et son secrétariat est assuré par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. La présidente du Conseil depuis le 1er janvier 2020 est Madame Elisabeth Tichy-Fischelberger, de nationalité autrichienne. Le Comité international des droits de l'homme est un organe de surveillance du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, responsable du respect du pacte international relatif aux droits civils et politiques et des protocoles facultatifs. Ce comité international rend des avis et des recommandations aux 173 États parties du pacte, sans ayant pour autant de pouvoir de contrainte. Le comité des droits de l'homme vise donc à s'assurer du respect par les 173 États parties du pacte international, et il n'est pas à confondre avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, car il n'est pas une juridiction et n'a donc pas le pouvoir de condamner. Par conséquent, ces décisions et recommandations ne sont pas contraignantes, puisqu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect du pacte. On va noter maintenant qu'après la Seconde Guerre mondiale, 2 tribunaux militaires ont été créés pour juger les criminels de guerre nazis. Le tribunal militaire international de Nuremberg, destiné à juger les criminels nazis, et le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient qui siégeait à Tokyo, destiné à juger les crimes de guerre causés par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. On fera observer 2 éléments. Premier élément, la durée de vie d'existence de ces 2 tribunaux militaires internationaux est de brève durée, puisqu'il est prévu, et on y reviendra, que lorsqu'on évoquera l'affaire Eichmann, que ces tribunaux ne devaient durer que le temps de juger les criminels et devaient être dissous immédiatement après, ce qui expliquera que lorsque les services secrets israéliens récupéreront un grand criminel de guerre qui a été l'un des fondateurs de la solution finale contre les Juifs en Allemagne, Adolf Eichmann, qui sera enlevé en Argentine par les services secrets israéliens et transféré à Jérusalem, le tribunal de Nuremberg ne pourra plus statuer puisqu'il sera déjà dissous. Depuis ces 2 tribunaux militaires, c'est le deuxième élément que je voudrais également souligner, en quoi s'agit-il de tribunaux militaires ? Alors que si vous examinez bien le fonctionnement de ces 2 tribunaux, il y a très peu de militaires qui y siègent, ce sont essentiellement des civils. Les représentants de la France étaient tous des civils d'ailleurs. Tout simplement parce que les Américains avaient peur en 1945 que un traité international civil créant une juridiction internationale pénale ne serait pas ratifié par le Congrès américain. Or, si on en faisait un acte de la guerre, donc un tribunal militaire, c'était ce qu'on appelle un Executive Agreement, qui ne nécessite que la ratification du président des États-Unis, raison pour laquelle on en a fait des tribunaux militaires internationaux. À la suite de ces deux tribunaux militaires internationaux, ont été créés divers tribunaux pénaux internationaux de façon sectorielle. On peut citer ainsi, par exemple,
le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPIY, institué pour juger les crimes de guerre durant le conflit des Balkans dans les années 90, le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR, institué pour juger les auteurs de crimes de génocide au Rwanda pendant le génocide entre les Hutus et les Tutsis. On peut citer également le tribunal spécial pour la Sierra Leone, le TSSL, qui a été créé le 16 janvier 2002 en vue de juger les crimes commis durant la guerre civile sierra-léonaise, ou encore, le dernier en date, le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban, le TSL, institué suite à l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri, pour juger les auteurs de cet assassinat. Cette multiplication de tribunaux géographiquement limités ont fait naître rapidement la nécessité de créer un tribunal ou une cour permanente. Et ce tribunal ou cette cour permanente, ça va être la Cour pénale internationale permanente, la CPI, ou ICC en anglais, l'acronyme anglais étant celui de International Criminal Court. La Cour permanente internationale est une juridiction pénale internationale donc permanente, à vocation universelle, chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes d'agression et de crimes de guerre. La Cour inscrit également son action dans une dimension préventive et dissuasive. L'objectif est de responsabiliser les individus, qu'il s'agisse d'autorités civiles ou militaires. Le statut de Rome et le traité international qui a fondé la Cour pénale internationale. Il est adopté lors d'une conférence diplomatique réunissant les représentants des États adhérents aux Nations Unies, dite conférence de Rome, qui va se dérouler du 15 juin au 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Il va entrer en vigueur le 1er juillet 2002, après sa ratification par 60 États. La Cour pénale internationale permanente est alors officiellement créée. La compétence de la Cour n'étant pas pour autant rétroactive, elle ne traitera des crimes commis qu'après le 1er juillet 2002. Le siège officiel de la Cour permanente pénale internationale est situé à La Haye, aux Pays-Bas, et depuis le 4 mars 2016, 123 États sur les 193 États membres de l'ONU ont ratifié le statut juridique de la Cour, le statut de Rome, et acceptent la compétence de cette Cour permanente pénale internationale. Parmi les États ayant accepté cette compétence, vous noterez que tous les États de l'Union européenne ont ratifié le statut de la Cour. Néanmoins, 32 États, dont la Russie, les États-Unis, ont signé le statut de Rome, mais ne l'ont pas ratifié. Enfin, certains États, et non des moindres, n'ont même pas signé le statut, donc l'ont encore moins ratifié s'ils ne l'ont pas signé, comme la Chine ou l'Inde.